Pierre, tu as fait plusieurs voyages en République centrafricaine. Le premier que tu as effectué a commencé à quelle période? Alors, le premier voyage que j'ai effectué a commencé vers le 29 novembre, quand je suis arrivé à Bangui, donc dans la capitale. Et de là, je suis parti immédiatement à Bossangoa. On a tout de suite croisé les anti-Balaka, qui à l'époque était la milice chrétienne qui combattait les ex-Séléka. On a tout de suite été surpris par la vétusté de l'armement, mais par la grande conviction et la grande croyance vers tout ce qui était les gris-gris et autres amulettes. Les gens réussissaient à prendre avec eux en s'enfuyant. Là aussi, Bossangoa. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. La situation sanitaire était très compliquée. Pas mal de gens avaient le paludisme et en mouraient, avec ces jeunes femmes qui pleuraient une de leurs sœurs qui venait de décéder dans le camp de réfugiés. C'est MSF à l'époque qui avait une petite antenne sur place qui était un peu débordée, mais qui arrivait quand même à traiter les gens. À Bossangoa, la situation était vraiment catastrophique, enfin en tout cas moi quand j'y étais, parce que non seulement les gens n'avaient vraiment plus rien, mais en plus c'était installé très rapidement, dans le camp, une espèce de vie de camp avec déjà des règles bien précises sur qui devait faire quoi et qui profitait de toute cette situation. Donc les gens étaient vraiment, c'était très compliqué, j'avais jamais vu ça, un tel... Comment est-ce qu'un camp de réfugiés avait pu s'organiser aussi vite et aussi vite voir apparaître les types qui racketaient, les types qu'on obligeait à payer pour s'asseoir là ou là. Enfin, c'est à Bangui. Alors Bangui, ça s'est passé très vite. Moi j'étais à Bossangoa. Un matin, on nous réveille très tôt en nous disant que les anti-Balaka sont aux portes de Bangui. Donc je suis redescendu sur Bangui et en arrivant à Bangui, en rentrant dans la ville, ce qui a été un peu compliqué parce que la ville était complètement à feu et à sang. J'ai fait à l'hôpital de cet homme qui avait été blessé et qui attendait d'être soigné, en tout cas d'une continuité de soins à l'hôpital qui était à l'époque vraiment débordé et il n'y avait surtout aucun, pour le coup là, à ce moment-là, il y avait très peu d'humanitaires et très peu de gens pour soigner tous ces blessés. Et à ce moment-là, les chrétiens comme les musulmans arrivaient ensemble à l'hôpital communautaire et au final, des Séléka et des anti-Balaka se retrouvaient assis les uns à côté des autres en attendant d'être soignés. Et dans une des mosquées de Bangui où avaient été rapatriés beaucoup de corps de musulmans, de manière à les préparer pour les enterrements. Et là aussi, ça a été très impressionnant de voir le nombre de gens qui étaient là, le nombre de gens qui se réfugiaient déjà dans la mosquée, le nombre de corps qui arrivaient à la mosquée de minute en minute, c'était assez impressionnant. Les 2 premiers jours, il y a eu à peu près 500 morts sur la ville. Beaucoup par balle, mais aussi beaucoup tués à la machette. Tendu, mais les gens nous ont laissé travailler d'une manière assez incroyable à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà vu d'autres conflits comme ça où les choses s'enveniment assez rapidement. Mais là, la manière dont les gens nous ont laissé travailler était vraiment assez incroyable. Ça, c'est le camp de réfugiés de l'aéroport Mpoko. Là aussi, très vite, les gens sont venus se réfugier autour de l'aéroport. Donc, sous ces carcasses d'avions qui étaient des vieux avions qui étaient là depuis très longtemps et qui ne volaient plus, mais sous lesquels les gens s'abritaient, ou du moins essayaient de s'abriter. Quelques semaines, on est arrivé à 100 000 réfugiés autour de l'aéroport. Dans des conditions sanitaires et humanitaires compliquées, avec une certaine complication pour acheminer l'aide humanitaire. Les forces françaises commencent à intervenir dans la ville, donc désarmement de la Séléka. Le premier ordre qui avait été donné était donc de désarmer la Séléka, le désarmement de la Séléka par les soldats français, donc arrestation des Séléka qui n'avaient pas l'autorisation d'être dans la ville, contrôle et début de checkpoint dans la ville par les soldats français. Les premiers pillages ont commencé 3-4 jours après le début des hostilités à Bangui. Et très vite, en fait, c'est la population musulmane qui a commencé à être ciblée par les chrétiens. Et donc les commerces, puisque la plupart des commerçants étaient musulmans, ont tout de suite été pillés. Du 3e, 4e jour, déjà les chrétiens mettaient des feuilles de palmier
sur leur voiture ou sur leur commerce pour signifier qu'ils étaient chrétiens et donc qu'on ne les attaque pas. Donc il y avait vraiment une logique de ciblage de la population musulmane, du moins les commerçants. Donc ça, c'est un commerçant musulman qui essaye tant bien que mal de protéger son magasin qui est en train d'être pillé. Ça vient de l'étendue du camp. Il faut savoir qu'il n'y avait vraiment rien tout autour. Tout ce que vous voyez à gauche de la photo, toutes ces tentes, tout ça, tout a été monté en 2-3 semaines, puisque ça, on est avant Noël. Donc c'était vraiment très très rapide. Bon, cette photo est symbolique, mais c'est une photo que j'ai prise le 4 janvier, donc un mois exactement après. C'était pour montrer un peu comme la situation avait été figée, comme les écoles étaient devenues, pour la plupart, des camps de réfugiés. En fait. Distribution de nourriture aussi chaotique à l'aéroport Mpoko. Je ne sais pas comment dire, parce que je ne veux pas non plus taper sur l'armée française pour leur taper dessus, mais je pense que les premiers jours, on aurait pu éviter certains lynchages, on aurait pu éviter certains pillages en ayant une intervention française un peu plus musclée, entre guillemets. Je pense que quelques coups de fusil qui auraient été tirés en l'air à certains moments auraient pu décanter des situations qui finalement ont très très mal tourné, alors que les soldats étaient vraiment tout près. La scène du pillage, les soldats ils sont à 50 mètres de moi, j'ai photographié deux lynchages où les Français sont pas loin non plus. J'ai pas mis les images parce que j'ai considéré qu'il y avait certaines images qu'on n'avait pas besoin de montrer. Moi je voulais pas forcément tomber dans le cliché de l'Africain en train de se faire couper en morceaux. Mais souvent ils étaient là et c'est vrai qu'ensuite le fait de désarmer la Seleka et les musulmans comme ils ont fait et de laisser les anti-balaka avec les armes n'a pas arrangé la situation quand les musulmans ont commencé à être persécutés. Psychologique, l'attachement aux gens, parce que je ne sais pas, tout à l'heure vous avez dit ils étaient, peut-être est-ce qu'ils ont disparu. Comment on gère ça? Comment on le gère, surtout quand on ne le vit pas tout le temps? On fait des allers-retours et on passe d'un temps avec une situation à un autre temps avec une autre situation. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des trucs, des situations, des façons de faire? Qui veut répondre en premier? Pierre, tu peux... T'as pas parlé encore, c'est pour ça. Je pense que c'est quelque chose de très personnel en fait. Chacun... Pour être franc avec vous, moi je ne suis pas du tout dans la dramatisation du métier par rapport à ce qu'on voit. Je pense qu'à partir du moment où on prend la responsabilité, où on prend la décision de faire ce métier, d'aller se confronter à cette réalité, si on le vit mal en rentrant chez soi, je pense qu'il faut changer de métier. Non, on ne vit pas toujours bien quand on rentre, mais je pense que, après bien sûr, quand on rentre, il y a un temps d'adaptation, il y a souvent un décalage entre les priorités ou les petits problèmes du quotidien quand vous êtes à Paris et la vie que vous avez eue sur le terrain. Mais je pense que psychologiquement, les deux personnes qui sont avec moi ici sont plutôt normales, entre guillemets. On n'est pas suicidaire, je pense pas qu'on soit inconscient ou à la recherche de poussée d'adrénaline. C'est pas ça. Après, psychologiquement, effectivement, il faut bien se connaître et connaître ses limites aussi, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut se confronter à ce qu'on voit. Mais je pense que vraiment, il y a des gens qui peuvent faire ça, psychologiquement, qui peuvent accepter de vivre des situations difficiles. D'autres personnes qui vont peut-être avoir plus de mal, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste une capacité parfois à pouvoir assumer ce qu'on va avoir en face de soi et pouvoir vivre avec. Moi, je sais que souvent on me pose la question et souvent je réponds que ça m'a jamais empêché de dormir la nuit, c'est vrai, ça n'enlève en rien la sensibilité que j'ai avec les gens que je photographie, ça n'enlève en rien des fois les coups de rage que je peux avoir quand je suis face à des situations où je ne peux pas intervenir et qui sont purement insupportables. Mais j'essaye de faire la part des choses et la différence entre ma vie de tous les jours à Paris et ma famille et ce que je vis sur le terrain.